Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jean Carton. Aujourd'hui nous allons évoquer ensemble un jeu édité par Eagle Gryphon, la maison mère des jeux de Vital Lacerda, designé par Mathias Kramer, Louis et Stéphane Maltz, le jeu Rococo. Mais avant de commencer, un petit point culture, que signifie Rococo? Le terme Rococo a été inventé dans les années 1790 par un étudiant de Jacques-Louis David, un apôtre du néoclassicisme. Il s'agissait de tourner en dérision l'ancien style baroque en forgeant un néologisme résultant de la contraction de rocaille et de barocco, donc rococo. Mais alors quel est le rapport avec notre jeu d'aujourd'hui? Eh bien dans Rococo, les joueurs incarnent un service de tailleur sous le règne du roi Louis XV qui, dans le cadre du dernier grand bal de la saison, devra se surpasser afin de tailler les plus beaux costumes pour les invités et investir des petites sommes pour des décorations telles que des statues ou des feux d'artifice du château. Dans cette vidéo, je reviens point par point sur ce qu'est Rococo avec en prime, en fin de vidéo, la partie dédiée au mode solo. On voit ça tout de suite. Et voici donc ce Rococo ici dans sa version Deluxe. Donc c'est un jeu qui est présenté pour 1 à 5 joueurs, qui est proposé pour 1 à 5 joueurs, pour des parties de 60 à 120 minutes indiquées sur la boîte. Alors en réalité, lorsque l'on va jouer à 5, les 120 minutes, vous allez largement les emplafonner, surtout si vous faites partie ou si votre groupe comprend des personnes qui font preuve d'analysis paralysis, auquel cas, eh bien, vous pourrez doubler cette valeur. Mais bon, ça peut le faire si jamais vous êtes entre connaisseurs donc de Rococo. Et donc pour devenir un connaisseur, eh bien il faut savoir ce qu'est ce jeu et ce qu'il propose. Et donc je suis là pour vous expliquer tout ce qu'il faut savoir donc sur Rococo. Donc Rococo qui est sorti il y a quelques temps déjà. Alors je sais plus quand est-ce que c'est l'année de sortie, 2020, 2021 je crois. Donc pourquoi je vous en parle maintenant? Eh bien tout simplement parce que je l'aime bien, voilà, donc il n'y a pas plus que ça à aller chercher. J'ai pu le récupérer, donc j'ai pu le récupérer en version Deluxe. J'ai pas tout le pourquoi du comment de la version Deluxe, donc les ressources, etc. Qu'est-ce qui change par rapport à la version de base? Par contre, ce que je dois dire, c'est que bon, elle est sympathique, mais il n'y a pas non plus de quoi casser trois pattes à un canard. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors du coup j'avais fait un unboxing, pour la petite anecdote, j'avais fait un unboxing de ce jeu, et en fait je trouvais qu'il n'y avait finalement pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire d'exceptionnel tout du moins sur ce que proposait en matériel Rococo, si ce n'est finalement le thème. Donc qu'est-ce qu'on va trouver donc dans cette boîte? Évidemment vous trouvez le plateau, donc le plateau il a deux côtés, là je vous ai mis la face 1 à 3 joueurs, puis vous avez une face 4 et 5 joueurs. Voilà, évidemment qui présente plus d'éléments, mais les règles resteront les mêmes. On va trouver dans cette version de luxe des inserts, il me semble qu'ils n'y sont pas dans la version de base, donc ce sont des petits inserts comme ça que vous allez pouvoir retirer directement de la boîte, que vous allez pouvoir donc ranger, ranger directement. On voit tout de suite qu'il n'y a pas assez pour pouvoir trier tous les jetons de manière à avoir des choses bien triées. Donc dans ce cas-là, il va falloir utiliser des petits sachets à placer dedans. C'est un petit peu dommage, mais en même temps c'est une question de place. Et idem en fait avec les pièces, donc on a du 1, du 5, du 10 et du 20. Et ce que je regrette beaucoup vis-à-vis du prix notamment, c'est que ce ne sont pas des pièces métalliques, et bien des pièces en carton assez basiques. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'est mon ressenti vis-à-vis en tout cas du matériel proposé. Maintenant, le jeu reste très beau et est vraiment très bon. Donc je vais vous parler, là maintenant que j'ai fait un petit peu le tour du matériel, il y a ces sachets donc, qui vous permettent qu'on va piocher, vous allez voir, on va les piocher au hasard des choses dans ces sachets-là. Donc là, ces sachets sont brodés avec marqué Rococo. Il y en a 3, puisque dans la version de luxe, il y a une extension, donc c'est Joaillerie, donc Jewelry en anglais, parce que c'est une version anglaise, la version de luxe. Et donc il y a d'autres petites extensions, des ajouts, par exemple là on a des costumes qui valent un peu plus de points, des choses comme ça. Voilà, et le mode solo, donc le mode solo, j'y reviens à la fin de cette explication. Si vous êtes un joueur solo, je vous invite à écouter l'explication, puisque finalement le solo va reposer, comme très souvent, mais il va reposer beaucoup sur les mécaniques du multijoueur avec un deck automate, mais de ça j'y reviendrai en fin de vidéo.
Donc voilà ce qu'il faut voir pour Rococo. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a le plateau principal qui représente donc le château, et à l'intérieur on trouve le roi ici. Qu'est-ce qu'on va avoir comme zone intéressante? Ici on va avoir la zone des nouveaux employés, d'embauche. On va pouvoir embaucher des nouveaux employés sous forme de cartes que l'on va pouvoir jouer. Donc ces cartes se retrouvent ici. Ici on a la reine que on va essayer d'acquérir les faveurs de la reine pour pouvoir passer premier joueur, gagner un peu d'argent et quelques points de victoire si on est à la fin de la partie. Ici on a tout ce qui concerne l'action de coudre, parce que oui, on va tailler des vêtements. Le but de ce jeu va être de tailler des vêtements et de les louer à des personnalités qui vont se rendre au bal de Louis XV pour essayer de faire bonne impression. Et forcément, vous, par proxy, vous allez essayer de faire bonne impression vis-à-vis de vos costumes. Donc voilà, ici vous avez donc les patrons finalement des costumes que vous allez pouvoir réaliser. Et ici vous avez des tiroirs. Donc oui, on voit, ce sont bien des tiroirs vus de dessus. Et à l'intérieur, on trouve de la soie et donc des échantillons en tout cas qui vont être nécessaires évidemment pour pouvoir réaliser les patrons indiqués en dessous. Voilà ce qu'il faut voir. On a des salles de bal, enfin c'est des halls en fait ici, 1, 2, 3, 4, 5. On a une salle des statues ici, on a deux zones de cuisine ici, ça va être intéressant d'avoir ça. Autour on a des musiciens, on a un musicien dans chaque hall, 1, 2, 3, 4 et 5, et on a au-dessus la zone des feux d'artifice qui va être intéressante en fin de partie pour multiplier certains scores. On a une bande ici qui permettra de décompter les points en fin de partie si on ne veut pas retourner dans les règles lorsqu'on est habitué, et puis comme dans ce genre de jeu, on a des questions de points vis-à-vis des majorités en fonction de certains éléments, mais ça j'y reviens au moment de l'explication. Donc là on a vu le plateau principal, maintenant on va voir le plateau joueur qui correspond à ce petit plateau là qui est fort joli. Et donc ce petit plateau est plutôt très pratique. Alors de l'autre côté, voilà, on voit ça, c'est très sympa, c'est pas noir, c'est bien, c'est cool. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on va trouver tous les résumés des tours et de toutes les actions, et ça, c'est vraiment top. Ça nous évite de retourner au fur et à mesure dans les règles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit présentoir ici, un petit présentoir qui va nous permettre de ranger les différents échantillons de soie qu'on va pouvoir ranger comme ça à l'intérieur pour pouvoir cacher aux yeux de tout le monde et qu'on évite d'aller zioter un petit peu ce que fait notre adversaire, ce que font nos adversaires. On a des jetons de couleurs comme ça qui vont servir à identifier ce que l'on aura fait comme costume et également on en retrouve en haut à gauche, à compter évidemment notre nombre de points de victoire. On en a un là-haut et tout le reste servira à identifier les décorations sur lesquelles on aura investi et donc les costumes que l'on va taillé. Donc pour ça, forcément, on mettra un petit marqueur pour savoir qui a fait quoi. On trouve donc des livres, c'est la monnaie de ce jeu. Donc ici, on a quand on commence la partie, pardon, on en a 15. Ici, on a le dé à coudre doré qui permet d'identifier le premier joueur. Donc qui est très sympa, ça je crois que c'est une exclue de la version de luxe. Et donc autour de ce plateau, à gauche, vous allez avoir vos cartes, donc c'est votre staff, en gros, votre personnel, et à droite, ce sera la défausse. Voilà ce qu'il faut voir pour ce qui est de la mise en place. J'ai juste omis de prendre de la dentelle et du fil pour pouvoir démarrer cette partie. Donc là, je vais pas démarrer une partie, c'est surtout que je vais vous expliquer en faisant les actions pour que vous puissiez comprendre. Mais comment est-ce que ça fonctionne un tour dans Rococo et quel est le but, évidemment? On va commencer par dire déjà quel est l'objectif de ce jeu. Et bien ça va être bien évidemment d'obtenir plus de points de victoire que nos adversaires, qui sont des points de prestige dans ce jeu. Prestige qu'on va obtenir notamment grâce à la couture, donc en taillant des vêtements, mais aussi par d'autres biais. Donc le but va être d'avoir le plus de points. Comment ça se passe? Eh bien, vous avez 4 phases lors d'un tour. La première phase est une phase de rafraîchissement du plateau. C'est-à-dire que si un joueur a eu les faveurs de la reine, j'y reviendrai, il va récupérer le dé à coudre doré pour signifier qu'il est premier joueur. Ensuite, on va défausser la totalité des cartes qui se trouvent ici, donc les cartes qui n'auront pas été achetées. Elles sont identifiées par une flèche rouge pour dire qu'on jette tout. Ici, on va avoir la même chose sur les patrons, les 2 derniers, ceux avec la flèche rouge, on va les retirer, on repoussera le tout et on complétera la rivière.
Par contre, les tissus dans les tiroirs resteront à leur place, on ne fera que remplir ces tiroirs au fur et à mesure qu'ils se vident, donc au début de chacun des tours, et une fois que vous avez fait ça, vous commencez un nouveau tour. Il faut savoir qu'il y a 6 manches dans ce jeu, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, il y a 6 manches, donc en gros, vous allez épuiser le paquet de cartes personnelles, et lorsqu'il est épuisé, eh bien la partie s'arrête. C'est aussi simple que ça, pas la peine de compter. Comment ça marche un tour? Eh bien, vous commencez, tout d'abord, chaque joueur va commencer avec un deck de personnel qui correspond à la couleur de joueur, donc identifié en haut à droite, ici violet, violet, voilà, vous voyez bien. Et donc, chaque joueur va avoir son même deck de cartes qu'il va pouvoir utiliser à ce moment-là. Au début du tour, la particularité de Rococo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Non, il n'y en a pas. Lorsque vous piochez des cartes, finalement, vous ne les piochez pas, vous les sélectionnez parmi tout ce que vous avez de disponible. Donc, autrement dit, ce qui n'a pas été défaussé auparavant. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que vous pouvez vous dire, voilà, il me reste tout ça, c'est le début de la partie, j'ai 5 cartes, comme tout le monde, je peux me dire, bah, tiens, je vais utiliser celui-ci, et je vais utiliser celui-ci, et ensuite, donc on sélectionne 3 cartes, comme ça, de cette manière-là, les autres, on les remet à leur place, on sélectionne 3 cartes, chacun fait de la même manière, donc face cachée, et les prend ensuite dans sa main. C'est tout ce qu'on fait lors de la phase numéro 2 de ce Rococo, lorsque l'on fait un tour. Première phase, je le rappelle, on rafraîchit. Deuxième phase, on sélectionne 3 employés. Et donc la phase numéro 3 va être évidemment celle des actions. Il va falloir obligatoirement jouer l'une des cartes, donc l'un des membres du personnel de sa main lorsque vient notre tour, évidemment. Il va falloir le jouer et dire quelle action vous souhaitez faire. Ici, il n'est pas question de placer des éléments pour dire je fais telle ou telle action, il n'y a pas de placement d'ouvrier à proprement parler, non, vous allez simplement sélectionner l'action que vous allez faire et en fonction de certaines conditions, les actions auront des coûts différents, des bonus différents, etc. Donc toutes ces actions, je le rappelle, sont identifiées au milieu de votre plateau joueur. Donc ici, sur la partie 3, on a 6 actions disponibles. Il y a certaines actions qui ne sont pas réalisables par tous les employés. Ici, vous avez l'apprenti qui est en bronze. Ici, vous avez donc l'employé classique qui est en argent et le maître qui est en doré. Eh bien, par exemple, les 3 dernières actions, l'apprenti ne peut pas les faire, tandis que la toute dernière qui consiste à embaucher du personnel, il y a seulement un maître qui peut le réaliser, qui peut réaliser donc cette action. Alors on va commencer tout de suite par la première action qui est affichée sur notre plateau, qui est l'action d'acquisition de nouveaux échantillons de tissus. Lorsque vous faites cette action, déjà vous allez devoir donc sélectionner une carte appropriée, donc par exemple je vais prendre cette carte-là, que je vais placer dans ma défausse, je vais vous expliquer tous les éléments ensuite qui sont indiqués à côté. Je place cette carte et je décide de faire une action d'acquisition donc d'échantillons de tissu, et je me dis, bah voilà, moi ce qui m'intéresserait, dans l'idée, je veux faire du verre, hop, je vais prendre celle-ci. Le tarif de ce que vous allez récupérer va dépendre de ce qui restera dans les tiroirs. Donc sur cette partie-là du plateau, ça coûtera 2 pièces s'il en reste 3, donc si vous êtes le premier finalement à sélectionner dans un tiroir, ça vous coûtera 2 pièces, une pièce s'il n'en reste que 2, et ce sera gratuit s'il n'en reste plus qu'un seul dans un tiroir, bien dans un tiroir et non pas dans l'ensemble. Donc vous prenez par exemple ça, moi ça me coûte 2, très bien, je dépense 2 livres, et je choisis, soit je le place sur mon présentoir pour l'utiliser ultérieurement, soit je le défausse immédiatement pour récupérer le bonus en bas ici qui correspond à de la dentelle. Donc là par exemple, si je voulais commencer et pouvoir réaliser un costume, je vais avoir besoin de tissu, donc je le conserve, et voilà, vous avez fait votre action. Lorsque vous réalisez une action, une fois que vous avez réalisé votre action, vous regardez votre carte, et chaque carte, enfin la plupart des cartes, ont des actions bonus. Si on n'a pas, vous avez une croix rouge, identifiée comme celle-ci, qui signifie simplement qu'il n'y aura pas d'action supplémentaire. Ici, par exemple, cette action supplémentaire signifie que je peux refaire cette action, donc l'action de prise de tissu, je peux le refaire, donc en dépensant selon la même échelle indiquée, je vais pouvoir le refaire. Donc là, par exemple, je peux me dire, bah voilà, moi je vais en prendre un autre, je veux celui-là, le bleu, le rose, ah ben il n'y en a plus que 2, donc ça me coûte que 1, hop, je dépense 1, et je récupère ça, et je le mets ici, et voilà, j'ai réalisé mes actions. Et toutes les cartes vont fonctionner donc de la même manière. Donc là, on a vu l'action de prise de tissu, qui est une action assez simple. On va ensuite passer à une action qui est aussi très simple, qui est l'action d'envoyer donc l'un de nos employés dans la cour du roi, et alors dans ce cas-là, vous allez tout simplement détruire, façon deck building, une carte. Donc je peux me dire, tiens, par exemple, je vais jouer cette carte-là, ok, je la joue,
Je n'en veux plus parce que j'ai acquis d'autres personnels et que j'en ai marre de retomber sur celle-ci, et bien dans ce cas-là, je vais la détruire et je vais récupérer le montant indiqué en bas à gauche. Donc ici, 7 pièces, et une dernière fois, je vais pouvoir réaliser l'action bonus. Donc là, je récupère cette pièce, je réalise l'action bonus, et la carte, je m'en débarrasse. Voilà une action très simple qui permet de gagner de l'argent tout en épurant un peu son deck. Voilà pour ça. Donc ça, vous le faites sur n'importe quel employé, bien évidemment, n'importe quel type d'employé, bien évidemment. On va ensuite avoir le fait de requérir les faveurs de la reine. Donc pour ça, on ne peut pas utiliser un apprenti, donc le marron, ce sera forcément un maître ou un employé. Dans ce cas-là, c'est très simple, vous dites que vous voulez faire l'action, vous récupérez la tuile indiquée, vous gagnez immédiatement 5 pièces, 5 livres, donc vous récupérez dans la banque, hein, forcément, donc hop, 5 livres, et vous prenez ça à côté de vous, et si c'est la dernière manche, à la fin de la partie, vous obtiendrez 3 points de prestige, donc qui vous permettra d'essayer de gagner cette partie, et donc ça, à quoi ça sert? Eh bien, c'est au début du prochain tour, vous récupérez le dé si vous ne l'avez pas, ou vous le conserverez si vous l'aviez déjà. Ça, c'est aussi simple que ça. Lorsque l'on va vouloir acquérir du personnel, on va être obligé d'utiliser un maître. Donc le maître, ce sont ces cartes jaunes. Dans ce cas-là, vous allez sélectionner une carte parmi celles qui restent, et vous allez, un peu à l'instar de ce que l'on a fait pour les échantillons de tissu, vous allez dépenser un certain nombre de livres en fonction du nombre de cartes restantes. Si aucune carte n'a été sélectionnée, ça vous coûtera 5 livres. Si il n'en reste que 3, ça vous coûtera 3 livres. S'il n'en reste que 2, ça vous coûtera 1 livre. Une livre, et si il n'en reste plus qu'un seul, eh bien ce sera gratuit. La particularité de l'acquisition, de l'embauche de nouveaux employés, c'est que lorsque vous embauchez un nouvel employé, il vient directement dans votre main, donc vous allez pouvoir instantanément le jouer, enfin en tout cas pendant cette manche. Donc là, admettons que j'ai joué ce personnage, je le mets de côté, on refait le tour de table, ça revient à moi, et bien je peux jouer tout de suite ce personnage qui vous accorde un tour supplémentaire qui peut être très fort à certains moments de la partie. Voilà pour cette action-là. Donc on a vu l'action d'acquisition de tissus, on a vu l'action d'envoyer des employés dans la cour du roi, donc de destruction de cartes, on a vu les faveurs de la reine, on a vu l'embauche de nouveaux employés. On va voir maintenant, évidemment, le fait de tailler un vêtement, l'action de tailler un vêtement. Comment ça fonctionne? Eh bien déjà, vous ne devez pas avoir un apprenti pour faire ça. Les apprentis ne taillent pas les vêtements, donc on exclut, on met de côté les apprentis. On va prendre une carte lambda, donc peu importe l'action du dessous, c'est juste pour vous expliquer cette action-là. On va utiliser ce personnage-là, et je vais devoir choisir quel vêtement je souhaite tailler. Et bien, pour ça, il va falloir se référer, évidemment, aux ressources, aux tissus que vous avez, et aux différentes ressources dentelles et fils que vous possédez actuellement. Pour pouvoir réaliser le costume indiqué, le costume choisi, il va falloir dépenser les ressources indiquées sur la gauche du patron. Donc ici, par exemple, on me demande un échantillon de tissu bleu, un échantillon de tissu rose, et de la dentelle pour pouvoir faire ce costume-là. Par exemple, admettons que je souhaite faire celui-ci, donc je le choisis, je regarde en dessous le coût. Il faut vérifier combien est-ce que ça vous coûte. Les deux premières sont gratuites, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 8. Donc vous allez devoir payer le montant indiqué ici. Pour moi, c'est gratuit. Donc je prends ça. Qu'est-ce que je fais? Donc ça me coûte de la dentelle, donc je remets de la dentelle, hop, dans la banque, et je dépense, donc avec une ou plusieurs tuiles. Vous avez tout à fait le droit d'utiliser plusieurs tuiles, si jamais, par exemple, ici, j'avais besoin, voilà, admettons que j'avais décidé de faire celui-ci, il me faut du bleu, du vert, là j'ai du bleu, du rose, donc le rose il me sert à rien, hop, j'ai du vert ici, je peux utiliser ça, ça fait un peu cher, mais c'est faisable. Et donc là, par exemple, j'ai besoin de rose et de bleu, ça tombe bien, j'ai la bonne tuile, donc cette tuile-là, vous les défaussez. Vous la défaussez, vous ne la remettez pas dans le sac, c'est très important, puisque vous allez remettre ces tuiles-là dans le sac si jamais il n'y en a plus, donc on ne la remet pas dans le sac, on se fait une zone de défausse. Je défausse ça, j'ai payé, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on a deux choix. Vous avez la possibilité, très simple, de vendre votre costume. Dans ce cas-là, personne ne va le porter au bal, c'est un moyen rapide d'acquérir une somme conséquente de livres. Ici, par exemple, ça me rapportera 11 livres, et vous en avez certains qui vous rapportent 19, 15, 25, donc là, vous gagnez beaucoup d'argent qui vous permettra de faire pas mal d'actions.
ou alors vous décidez de la louer, donc dans ce cas-là de louer votre costume, et si vous le faites, il va falloir placer l'invité, donc vous retournez la tuile, vous avez l'invité dans son costume, et il va falloir le placer devant l'une des fenêtres d'une des 5 salles du bal. En fonction de là où vous allez le placer, vous allez récupérer ou non certains bonus. Vous avez la possibilité de le placer, par exemple si vous le placez ici, vous allez récupérer immédiatement du fil, donc vous le placez, hop, vous prenez du fil, et évidemment c'est vous qui avez fait ce costume, il faut que tout le monde le sache, donc vous placez votre petit jeton de couleur au-dessus pour dire que c'est à vous. Quel est l'intérêt du placement, sinon, hormis ça? Eh bien déjà, si à la fin de la partie, on va compter la majorité de costumes réalisés par un joueur par hall, c'est-à-dire que en haut à droite, vous avez, enfin à droite pour la partie de droite, à gauche pour la partie de gauche, vous avez les valeurs de majorité en fonction des halls. Donc par exemple ici, si on prend ce hall-là, le joueur qui aura réalisé plus de costumes pour les invités de ce hall-là obtiendra 5 points de prestige à la fin de la partie, tandis que le second en obtiendra 2. Petite précision, lorsque l'on joue à 2 joueurs, vous ne regardez pas le deuxième valeur, personne n'obtient cette valeur. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc il y a un intérêt à les placer. Également, si vous placez, si le premier joueur qui va réussir à placer un costume dans les 5 halls va pouvoir prendre un jeton supplémentaire et le placer ici et obtenir 6 points de prestige supplémentaires en fin de partie. Le second à réaliser cette prouesse obtiendra, lui, 2 points et le dernier, évidemment, n'en obtiendra pas. Voilà l'intérêt du placement. Vous avez aussi certains emplacements qui indiquent donc le dé à coudre doré. Alors ça n'a rien à voir avec le premier joueur, ça a à voir avec la catégorie d'employés, c'est-à-dire que vous avez certains costumes qui sont indiqués avec un dé à coudre doré au-dessus. Ça signifie qu'il y a seulement les maîtres qui peuvent réaliser ce costume. Donc vous jouez un maître, si vous dépensez tout ce qu'il faut, et hop, vous récupérez de la même manière qu'un costume classique, sauf que là, vous allez pouvoir en supplément les placer sur des endroits où vous avez donc l'indication du dé à coudre doré. Donc vous le placez et vous mettez évidemment votre petit jeton au-dessus, histoire que on identifie bien que c'est à vous. Quelle est la plus-value à faire ça? Eh bien c'est très simple, c'est simplement que vous avez à la fin de la partie des cartes qui permettent d'obtenir plus de points, qui permettent d'obtenir des points supplémentaires si vous les placez ici, et également vous avez des récompenses sur pas mal de ces emplacements. En plus de ça, c'est plus difficile d'en faire, donc vis-à-vis des majorités, si vous réussissez à avoir une certaine majorité dans un hall et qu'il reste que des dés à coups dorés, bien ce sera plus difficile pour les autres joueurs d'aller vous chercher de ce point de vue-là, mais ça, vous le découvrirez lorsque vous jouerez. Voilà ce qu'il faut savoir pour la réalisation de costumes. Lorsque vous allez, donc les bonus que vous allez pouvoir obtenir, je vous l'ai dit, là il y a du fil, vous pouvez avoir de la dentelle, vous pouvez avoir de l'argent tout simplement, vous allez pouvoir aussi avoir gratuitement une tuile de l'un des tiroirs se trouvant en dessous. Donc là, si vous tombez là-dessus, vous prenez n'importe quel jeton, et vous allez pouvoir soit le jeter pour récupérer les ressources en dessous, soit le garder dans votre présentoir, de la même manière que si vous aviez fait l'action de manière régulière. Voilà ce qu'il faut voir pour ça. Et ensuite, la dernière action, ça va être l'action d'acquisition de décoration. Donc vous allez pouvoir, donc les décorations et musiciens. Les musiciens ne sont pas des décorations, mais ils servent un petit peu d'ornement à ce moment-là. Vous avez plusieurs types de décorations sur lesquelles vous allez pouvoir investir. Si vous investissez sur des décorations, donc je vais arriver des musiciens, ça vous rapportera seulement des points à la fin de la partie. Donc c'est très simple, il y a un coût, donc là 17, 9, 8 et 13, et là ça vous rapportera 4, 2, 2 et 3 points de prestige à la fin de la partie. Ici 18, j'ai oublié celle-ci, 18 qui rapportera 4 points de prestige. Donc si vous faites cette action-là, pareil, donc là n'importe quel employé, n'importe quelle classe d'employé peut le faire, vous faites l'action, vous jetez une carte, et vous dépensez le montant indiqué, et vous prenez un jeton, hop, et vous le placez, tout simplement. Vous le placez, et voilà, donc c'est à vous, plus personne peut se mettre là. Ça, c'est pour les musiciens, c'est très simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les statuts. Alors ici, les statuts, vous allez obtenir donc des points, tous ces points-là, vous les comptez qu'à la fin de la partie, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les points des costumes, les points des décorations, vous verrez que 95% des points que vous allez obtenir seront uniquement à la fin de la partie. Il y a seulement certaines cartes
de employés qui vous permettront d'acquérir des points pendant la partie au moment de jouer les cartes, mais sinon la plupart du temps ce sera à la fin. Donc lorsque vous allez placer, investir sur une statue, vous allez placer un jeton dessus, sur la statue que vous avez sélectionnée, ça vous permettra d'obtenir des points à la fin de partie, donc 1, 1 et 2 respectivement de gauche à droite sur cette partie-là du plateau, je le rappelle qu'on est sur la phase 1 à 3 joueurs. Néanmoins, à la fin de la partie, pour chaque statue sur laquelle vous avez investi, vous allez gagner 2 points de victoire par costume de couleurs différentes que vous avez réalisé, en sachant qu'il y a 4 couleurs différentes, il y a rose, il y a orange, il y a bleu et il y a vert. Si vous avez réussi à faire les 4 couleurs, eh bien par statue, vous obtiendrez 8 points, mais pas plus. Vous ne pouvez pas compter 2 roses, 2 bleus, etc. Donc si vous maximisez la diversité des costumes que vous allez tailler, eh bien vous pouvez acquérir certains points par ce biais-là, parce que vous allez pouvoir investir sur plusieurs statues. Mais dans ce cas-là, il va falloir compter d'autres costumes. Vous ne pourrez pas recompter les mêmes pour faire vos différences. Donc si ici, il est possible d'acquérir donc 3 x 8, vous allez pouvoir acquérir 24 points pour pouvoir donc obtenir des points à la fin de la partie. Je ne sais pas ce que je cherche, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est pour les statues. Maintenant, on va parler ici des cuisines. Donc vous avez 2 zones, une zone de gauche, une zone de droite. Ici, la particularité, c'est que vous ne pouvez pas placer des jetons sur les 2 endroits d'un même côté. Il s'est identifié au-dessus, il est marqué que ça doit être différent. Vous pouvez cependant faire de cette manière-là. Quel est l'intérêt des cuisines? Eh bien, c'est que vous allez récupérer dans la phase de revenus, que l'on va voir juste à la fin, vous allez récupérer de l'argent supplémentaire. Ici, si vous placez ici, vous gagnerez une pièce supplémentaire par décoration sur laquelle vous avez investi, et si vous placez là, vous gagnerez une pièce supplémentaire par costume que vous avez taillé, peu importe la couleur. Donc ça vous permettra de gagner plus d'argent et pouvoir réaliser plus de choses dans les tours suivants. On a vu ça, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Eh bien, il nous reste à voir les feux d'artifice, parce que oui, au-dessus, vous l'avez certainement vu, vous avez une partie avec des feux d'artifice, et ici, on a des petits kiosques qui ont la forme donc de nos personnages pour lesquels on a taillé des costumes. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, dans l'immédiat, à rien. C'est-à-dire que lorsque vous allez acheter une décoration, lorsque vous allez investir sur un de ces emplacements, un de ces kiosques, il ne vous arrivera rien pendant la partie, ça sera exclusivement à la fin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez ici, par exemple, 5 emplacements sur ce plateau-là, qui coûtent respectivement 12, 13, 14, 16 et 22, avec des multiplicateurs 2, 2, 2, 2, et le dernier, 3. Si vous investissez, par exemple, hop, j'investis sur celui qui me coûte le moins cher, le 12 x 2. À la fin de la partie, je vais pouvoir prendre un costume, donc comme je vous le disais, les costumes que vous allez tailler vous rapportent des points seulement à la fin de la partie. Donc à la fin de la partie, vous allez pouvoir monter l'un de vos invités avec votre costume pour qu'il se montre, pour qu'il puisse montrer votre costume dans un kiosque, et donc avoir les meilleurs emplacements pour voir le feu d'artifice. Quel est l'intérêt? Eh bien, vous multipliez le nombre de points que vous rapporte le costume par le multiplicateur indiqué sur le kiosque, donc ça c'est à la fin de la partie. Donc l'intérêt est que vous allez pouvoir multiplier par 2 ou 3 sur cette partie-là, le nombre de points que vous allez récupérer grâce à un costume, en sachant que des costumes, il y en a qui valent 2, 3 et 4 points, voire 5 si vous avez l'extension des costumes, donc c'est prestigieux, je ne sais plus exactement. Donc 5 points comme celui-ci, donc clairement là vous passez à 10 points, ici vous passez à 15, donc c'est forcément très intéressant à connaître. Maintenant on va faire la phase 4, qui est une phase qui est très simple, vous gagnez 5 livres, donc à la fin chaque joueur va gagner 5 livres, plus les éventuels livres supplémentaires octroyés par le fait d'avoir investi sur telle et ou telle partie des cuisines, donc les livres que l'on obtient pour les costumes que l'on a réalisés, et les livres que l'on obtient pour les investissements que l'on aura fait. Vous avez vu ce qu'il fallait savoir pour pouvoir jouer à Rococo. Maintenant, il faut que je vous précise quand même des choses. C'est que, comme je vous ai dit au début de partie, vous n'avez pas de hasard. Donc par exemple, lorsque vous allez rejouer un tour et qu'il vous reste moins de 3 cartes sur votre partie de cartes disponibles, vous êtes obligé de prendre les 2 dernières qui vous restent. Ensuite, vous prenez toute la défausse et vous sélectionnez une des cartes pour faire 3. Et voilà, vous êtes rendu donc à vos 3 employés que vous allez pouvoir utiliser. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de hasard, tout ça doit être calculé auparavant. Également, avec le jeu, sont fournies des aides de jeu comme celle-ci. Donc là, moi, elle est en anglais, mais si vous l'avez le jeu en français, sera en français, bien évidemment. Et vous savez tout ce qui va sortir comme carte dans ce paquet-là. Tout est indiqué.
vous avez tous les effets et tous les effets des cartes qui vont arriver par niveau, parce que vous avez un certain nombre de niveaux, vous avez 6 niveaux de cartes, donc 6, 5, 4, 3, 2, 1, on commence par les cartes niveau 1, puis les niveaux 2, puis les niveaux 3, donc vous savez s'il y a quelque chose qui vous intéresse, ce qu'il va y avoir potentiellement, et potentiellement quand. Puisque là, on commence par avoir 4 cartes de niveau 1, puisque des cartes de niveau 1, il y en a 6. Donc lorsque l'on va nettoyer cette partie-là, on va en rajouter 2 de niveau 1, parce qu'on en a mis 4, donc on rajoute 2 avec 2 de niveau 2, en sachant qu'il y en a 4 de niveau 2. Donc s'il n'y a pas celle que vous voulez, bah, vous savez qu'elle va arriver après. Enfin bon, vous avez compris le principe, vous savez quelle carte il va y avoir, vous allez toutes les utiliser dans une partie. Ici, il n'est pas question d'avoir un gros deck de cartes avec des effets différents, non, tout est connu. Donc pas de hasard là-dessus, si ce n'est le hasard de la pioche, puisque vous allez mélanger les catégories de cartes, plus vous les disposer les unes sur les autres, donc peut-être qu'il y a une carte qui ne va pas sortir au moment où vous souhaitez, mais ça restera très minime finalement comme hasard vis-à-vis de ça. Donc ça c'est important à connaître. Et maintenant, évidemment, on va parler de la fin de partie, puisque maintenant vous savez jouer, on va parler de la fin de partie, donc on va évoluer dans cette partie pour arriver donc à décompter donc, le nombre de points que l'on va obtenir. Petite chose à savoir, que je n'ai pas précisé au début, lorsque l'on remplit donc l'ensemble au début d'un tour, donc lorsqu'on va jeter ça pour le remplir, donc on décalera tout de cette manière-là, le reste on va le piocher au hasard dans un sac. Voilà, c'est une autre partie de hasard que vous avez là. Donc hop, dans ce sac, par exemple, on va piocher 2 au hasard. Qu'est-ce que j'ai? Hop, j'ai un costume bleu et un costume rose. Voilà, ça c'est fait, c'est placé. Et ça va être pareil pour les échantillons. Je vais arriver, les échantillons de tissu. C'est une autre partie de hasard, quand même, je vais pas vous masquer la vérité. Donc je vous donne toutes les infos. Voilà ce qu'il fallait voir. Maintenant j'en reviens, la fin de la partie. Alors à la fin de la partie, si on suit de gauche à droite, on va déterminer combien de points on va obtenir. Donc, par exemple, si on regarde la première partie, on nous dit qu'on va gagner pour chaque 10 pièces que l'on aura, on va les jeter, on va les remettre dans la banque, on obtiendra un point de victoire, donc on avancera de 1 sur l'échelle. Ensuite, on va regarder les cartes, parce que sur les cartes de niveau 6, vous avez des cartes avec un fond bleu comme celui-ci, qui permettent d'obtenir des points de victoire en fin de partie. Donc ça, on va les regarder à ce moment-là. Donc par exemple ici, pour chaque paire de fils plus dentelle que l'on a, on va les remettre dans la bibliothèque. Pour chaque paire, on obtient 3 points de prestige. Ici, pour chaque paire d'hommes et femmes, donc les hommes sont en orange et rose et les femmes en bleu et vert, pour chaque paire de costumes pour femmes et hommes réalisés, on va obtenir 2 points de victoire, etc. Donc ça, on va le regarder, et aussi le joueur qui aura donc les faveurs de la reine à la fin de la partie obtiendra 3 points supplémentaires. Ensuite, on va regarder les majorités. Donc le premier, celui qui aura le plus de costumes dans cette zone-là obtiendra 5, le deuxième obtiendra 2, ici 3 et 1, ici 6 et 2, ici 2 et 1, et ici 4 et 1. On regarde tout ça, on s'ajoute les points, évidemment. On regarde les feux d'artifice. Celui qui a le plus de feux d'artifice aura 6 points de prestige, tandis que le second en aura 2. Ensuite, on va monter donc les personnages que l'on a, par exemple, on a fait ce costume-là, on va les monter dans nos kiosques respectifs, et ensuite, à partir de là, on va vérifier les points que ça va nous octroyer. On regarde les statuts, donc les statuts, ce que je vous ai dit, c'est on regarde le nombre de couleurs différentes que l'on a, on compte un exemplaire de chaque couleur pour chaque statut, et on s'ajoute 2 points pour chacun de ces costumes. Donc on peut aller de 2, 4, 6 ou 8 points supplémentaires, multiplié par 3 suivant le nombre d'investissements que vous avez fait. Et enfin, à la fin, on compte les points que nous rapportent les musiciens, et les points que nous rapportent les feux d'artifice, plus tous les points indiqués en dessous de chacune des décorations que l'on aura achetées. Donc on prend les costumes que l'on multiplie par 2 ou 3 en fonction de notre emplacement, et on obtient les points des premières réalisations de costumes dans chaque salle de bal. Donc comme je vous ai dit, si on réussit à mettre le premier qui réussit à mettre un costume dans chaque salle obtiendra 6, le second obtiendra 2. Voilà, on additionne tout ça, et bien évidemment, celui qui a obtenu le plus de points remportera donc cette partie. En précision, pour terminer sur cette vidéo, évidemment, il y a pas mal d'effets différents sur les cartes de nos employés. Donc tous ces effets sont listés sur cette fiche-là. Donc vous avez sur cette fiche les effets par exemple des cartes de départ,
suivi des cartes de niveau 1, de niveau 2, et etc. Donc tout est indiqué dessus, je ne vais pas faire le détail de tout, néanmoins je vais vous donner un peu la teneur de ce que l'on peut trouver. Vous allez pouvoir avoir sur les effets des cartes de départ la possibilité de dépenser de l'argent à la fin de votre tour pour obtenir du fil ou de la dentelle. Vous avez, comme je vous l'ai montré, la possibilité de réaliser une action de prise de tissu supplémentaire, la possibilité d'avoir de l'argent supplémentaire tout simplement. On va avoir des possibilités de destruction de cartes qui ne sont pas la carte que l'on a jouée, parce que lorsque l'on va détruire une carte que l'on a jouée, donc lorsqu'on va envoyer un employé dans la cour du roi, ça va être forcément la carte que l'on va jouer en temps normal et on récupère les bonus. Sauf que là c'est différent, on va pouvoir détruire une carte qui se trouve dans notre paquet, donc n'importe où ailleurs, ça permettra d'anticiper l'éventuel pseudo-remélange, qu'on remélange pas, mais le fait de récupérer la défaut, c'est de pouvoir rejouer une carte supplémentaire. On va avoir la possibilité de dépenser de l'argent ou non pour piocher une ressource au hasard, donc un tissu au hasard dans le sac. On va avoir d'autres possibilités, le fait de pouvoir réaliser des costumes pour un tissu de moins ou deux, suivant la carte que l'on a. Donc ça, c'est super intéressant aussi pour avancer. Le fait d'obtenir de l'argent en fonction de ce qu'on a déjà cousu, le fait de pouvoir investir dans des décorations pour moins d'argent, le fait d'obtenir de l'argent en fonction de la taille de notre effectif, de notre équipe d'employés. Et donc dans la partie fin de partie, donc celle qui permet d'obtenir des points en fin de partie, on a la même chose sur la taille de notre paquet de staff, donc tout compris, sur la paire, donc comme je vous ai dit, de fils et de dentelles que l'on va pouvoir dépenser, le nombre, pour chaque paire de costumes que l'on a placé sur des dés à coudre dorés, on obtiendra 3 points, et enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les paires hommes-femmes que l'on a donc dans la totalité du château, on obtiendra 2 points pour chacune de ces paires. Voilà, on a fait un tour, je dirais complet, quasi complet, de ce qu'est Rococo. Donc vous avez vu que finalement c'est pas si compliqué que ça. Alors bien évidemment, sur le papier, ça n'a pas l'air très compliqué, mais vous allez voir que vous allez jouer quand même d'interaction dans ce jeu, puisque vous allez observer ce que votre ou vos adversaires vont prendre par exemple comme tissu pour essayer d'anticiper quels costumes ils vont essayer de dessiner. Attention à ce qu'ils dessinent pas des costumes qu'ils ne cousent pas des costumes que vous avez eu l'intention de prendre, puisque dans ce cas-là, ça va devoir changer votre stratégie, potentiellement vous allez perdre des points, vous avez quand même une phase d'observation qui est très importante vis-à-vis de ça, il faut vraiment voir ce que vos adversaires prennent, à savoir que ce jeu fonctionne très bien à 2 joueurs, à 3 et 4, à 3, 4, 5, ça marche évidemment tout aussi bien, mais il n'y a pas de notion comme on peut avoir souvent dans des jeux de ce type, des notions de placement, de plus ou de moins, de joueurs neutres, de choses comme ça, d'emplacement bloqué, tout ça, il n'y a pas de ça. Ça fonctionne plutôt très très bien, et moi je ne saurais que le recommander, donc que ce soit à deux joueurs ou plus. Évidemment, si vous arrivez à 4 ou 5 joueurs, et bien là ça va être plus long, donc il faut prévoir le temps. Maintenant qu'on a dit ça, on voit tout de suite le jeu solo avec Madame du Barry. Donc voilà, j'ai rajouté le petit plateau pour Madame du Barry, donc qui est l'automate qu'on va affronter, donc qui va de manière très agressive, tenter de nous éviter de remporter la victoire. Et donc qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Eh bien, alors j'essaie de placer, comme c'est pas forcément le plus visible, mais le plateau est tellement grand que c'est pas forcément simple. Donc on prend un plateau joueur lambda, il n'y a pas de plateau dédié pour elle, et on va donc prendre le deck de Madame du Barry que l'on va placer à gauche. Il y a 25 cartes que l'on va mélanger au début de chaque tour, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas de défaut. Vous allez remélanger et le replacer et repiocher des cartes dedans pour pouvoir faire ses actions. Donc là, par contre, il y a une notion de hasard. On ne sélectionne pas les cartes, là on va piocher au hasard dans le paquet et elle va réaliser les actions indiquées dessus de manière assez classique avec les automates. Au-dessus, vous placez les 5 cartes donc, qui correspondent à la couleur du plateau, qui sont les 5 cartes de départ d'un deck de joueurs. Ils ne servent entre guillemets à rien pendant le jeu, ça servira seulement à compter à la fin des points si jamais elle arrive à acquérir la carte qui permet d'obtenir des points en fonction de la taille du nombre d'employés qu'elle aura embauché. Donc lorsque l'on joue, en tant que joueur lambda, en tant que joueur humain, c'est ça que je voulais dire plutôt, on va jouer exactement de la même manière que lors d'un jeu solo.
Donc d'un jeu solo, n'importe quoi, lors d'un jeu, excusez-moi, lors d'un jeu multi, je vais y arriver. Donc vous jouez exactement de la même manière, vous faites les mêmes actions, ni plus ni moins. Lorsque l'on joue face à Madame du Barry, elle commence à les premiers joueurs. Et ce qu'on va devoir faire à chaque tour, donc comme je vous ai dit, mélanger le paquet, puis prendre 4 cartes et les placer sur son plateau. Donc on conserve l'ordre dans lequel on les a piochées, et lorsque c'est son tour, on retourne une carte et on accomplit l'action indiquée, c'est aussi simple que ça. Il faut savoir déjà de base que Madame du Barry n'a pas d'argent, elle ne récupère pas d'argent, et les ressources qu'elle va ramasser, parce qu'elle va en ramasser, ces ressources qu'elle va ramasser ne lui serviront pas, elle ne dépensera pas, ça servira juste à faire un stock qui lui rapportera des points à la fin de la partie. Voilà. Qu'est-ce qui se passe donc dans son tour? Eh bien c'est très simple, on pioche les cartes et on réalise les actions. Ici par exemple, elle va récupérer les faveurs de la reine et obtenir immédiatement, elle, 3 points de prestige. Donc elle prend les faveurs de la reine, elle sera première joueuse à la fin de la manche, mais immédiatement elle gagne 3 points de prestige que l'on indique tout de suite. En dessous, il est indiqué systématiquement cette petite indication, 3 points de prestige avec une croix rouge. Ça signifie qu'à partir du moment où elle n'a pas réussi à réaliser l'action entièrement, si elle a réussi à la réaliser partiellement, ça va, c'est bon. Par contre, si elle n'a pas été réalisée du tout, et bien dans ce cas-là, en lieu et place de l'action, elle obtiendra 3 points de prestige, donc il faut bien avoir ça en tête. On a d'autres actions. Évidemment, réaliser toutes les actions, par exemple celle-ci qui est l'action d'embauche d'employé, donc on regarde, on compte, c'est le premier employé en partant de la droite, donc elle prend cet employé-là, qu'elle place face cachée ici, c'est pareil, elle ne servira, tant qu'il n'y a pas de notion de point de victoire comme à la fin de la partie, ça ne sert à rien, mais c'est juste pour compter le nombre d'employés, on le place ici, et tout de suite après, comme elle a embauché quelqu'un, elle reprend une nouvelle carte qu'elle place sur son plateau, qu'elle va pouvoir jouer pendant ce tour-là, comme pour un joueur classique, finalement, elle aura un tour supplémentaire pour l'action d'embauche. On poursuit, ici on a l'action de prise de tissu. Donc dans ce cas-là, on a les 3 tiroirs qui sont dessinés sur la carte. Donc là, on voit que est surligné en rouge le tissu qu'elle essaie de prendre. Donc ici, celui de droite, et ici, il n'y en a pas, mais c'est pas grave, elle a réussi à en prendre quand même 2, donc on lui donne pas les 3 points de prestige. Si jamais elle n'avait pas réussi à en prendre un seul, eh bien elle obtiendrait 3 points de prestige. Ces ressources sont placées donc à côté de son plateau et ne serviront qu'à compter à la fin de la partie, on ne les remet jamais dans le sac. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le fait de réaliser un costume, et bien de la même manière que pour les employés, on compte 5 là en partant de la droite, 1, 2, 3, 4, 5. Elle prend ce costume-là. Alors elle ne dépense pas les ressources indiquées. Elle va placer systématiquement, donc elle ne vend jamais son costume, elle le place, et pour déterminer où est-ce qu'elle le place, on pioche une autre carte, et on regarde en bas à gauche, c'est à ça que sert cet encart-là. Là, on nous dit qu'elle le place dans l'emplacement du milieu, donc celui où se trouve le roi, et dans ce cas-là, elle va le placer sur l'emplacement qui correspond à son ordre de priorité indiqué dans la règle, donc tout d'abord sur des bonus qui permettent de rapporter des ressources, puis s'il n'y a pas sur une case qui permet de gagner du fil ou de la dentelle, s'il n'y a pas, on continue sur l'argent, et enfin, sinon, sur une case où il n'y a pas de bonus, donc là, par exemple, ici, elle se placerait là, puisque ça permettrait de remporter une ressource, donc elle ne remporte pas cette ressource, mais hop, c'est juste une manière de nous bloquer finalement, donc elle se placerait là, et voilà, elle a réalisé l'action de tailler un costume. Et enfin, on a aussi la possibilité d'investir, elle a la possibilité d'investir sur des décorations. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on regarde en dessous est indiqué le type de décoration. Donc ici on voit que c'est un feu d'artifice, le feu d'artifice qui coûte le moins cher. Hop. Donc là je vais retirer ça, admettons qu'elle investisse sur la partie qui coûte le moins cher, le feu d'artifice coûte le moins cher, donc elle va se mettre ici. Alors elle n'est pas violette, elle est jaune, hop. Et voilà, elle a investi sur cette partie-là, ce qui permettra de lui faire remporter des points à la fin de la partie. A savoir que sur ces cartes-là, donc comme je vous ai dit, ici il y a l'action, à gauche il y a la partie lorsque elle taille un costume, mais la partie de droite c'est l'extension joaillerie. Donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo, tout simplement parce que moi je ne l'ai pas utilisée, elle n'est pas obligatoire pour jouer en solo, c'est juste que c'est une possibilité, lorsque l'on joue en solo, de jouer avec cette extension-là. Voilà pour juste cette précision. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Eh bien je ne crois pas, non, on a fait le tour de toutes les actions qui étaient faisables donc dans cette partie solo. Une fois qu'on a terminé la partie,
le compte de points va être quasiment le même, donc Madame Dubarry va gagner des points en fonction des mêmes objectifs de fin de partie, donc suivant l'échelle qui est indiquée en haut. Mais en plus de ça, vous avez un supplément et qui n'est pas des moindres, puisque vous allez gagner, Madame Dubarry va gagner un point de prestige pour chaque paire de ressources qu'elle aura collectées durant la partie, et vous allez voir que suivant votre mélange et suivant les actions qu'elle va faire, elle va en collecter des ressources, donc elle risque de vider vos tiroirs, donc il va falloir faire attention à ça, et donc il va falloir que vous-même, lorsque va arriver le moment de compter par exemple pour les feux d'artifice, donc avec les multiplicateurs, il va falloir que vous montiez le costume qui lui rapportera le plus de points, puisque oui, là c'est vous qui allez devoir faire la manœuvre, de manière à ce qu'elle score le maximum de points possible grâce à ces costumes, mais en soi c'est assez logique, hein, puisque n'importe quel joueur ferait exactement de la même manière. Et donc vous allez poursuivre cette partie-là jusqu'à arriver donc à la fin et compter le nombre de points, bien évidemment. Vous avez le plus de points, vous remportez cette partie solo de Rococo. Et donc c'est tout ce qu'il fallait voir sur ce Rococo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions vis-à-vis de ce jeu, si vous y avez joué, que vous avez des précisions à faire. Vous êtes toujours nombreux à faire des précisions, c'est vraiment cool, c'est super plaisant de voir que vous êtes investi dans les jeux que vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas ce jeu, eh bien n'hésitez pas à me poser des questions sur le déroulé, sur les configurations possibles, sur n'importe quoi. N'hésitez pas à me demander. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, ça aide toujours à être mieux référencé, je vous le dis clairement, ça aide toujours à être mieux vu et pouvoir toucher un maximum de monde. Et bien évidemment, très important, abonnez-vous si vous appréciez le contenu que l'on fait sur cette chaîne. On continuera de le faire, bien évidemment. On va proposer de plus en plus de choses, notamment liées à tout ce qui sort sur Kickstarter et tout ce qui sort comme jeu comme celui-ci. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, bonne journée à vous sur la chaîne Jeux en Carton.